Et salut à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, deuxième épisode sur le sodium. Je m'excuse d'avance pour la voix, peut-être que j'ai une voix un petit peu bizarre, c'est parce que j'ai la voix un peu enrouée. Enfin bref, l'hiver en Suède quoi. Mais en tout cas, je voulais absolument faire la suite de la série des épisodes sur le sodium. Si tu n'as pas écouté le premier épisode sur le sodium, je t'invite à aller l'écouter. Je l'ai sorti il y a une semaine et j'ai été expliqué dedans les rôles du sodium, là, un peu la théorie autour du sodium, pourquoi est-ce que tu dois avoir du sodium. Et maintenant, on va parler plus de la pratique, concrètement, combien il faut de sodium par jour et quels sont les risques si on n'en a pas assez ou si on en a trop. Et enfin, je te parlerai dans le troisième épisode un petit peu de l'aspect sportif, puisque il y a des questions qui reviennent souvent, est-ce qu'on a besoin de sodium, etc. Enfin bref, ça sortira semaine prochaine. En tout cas, aujourd'hui, eh bien, pour cet épisode, on parle de la quantité du sodium. Et déjà, pour commencer, eh bien, est-ce qu'on consomme souvent trop ou pas assez de sodium? Je pense que tu as la réponse, mais concrètement, à beaucoup d'autres nutriments, eh bien, dans cet épisode, je vais plutôt t'inciter à diminuer ta consommation de sodium et non pas à l'augmenter, comme je le dis souvent pour beaucoup de nutriments comme le magnésium, le calcium, etc. Évidemment, il y a des raisons à ce que pourquoi en fait tu dois diminuer cette consommation de sodium et je vais t'expliquer ça dans cet épisode. Mais concrètement, avant de parler de la quantité de sodium en tant que telle, eh bien, euh, quels tests en fait nous permettent de savoir si on consomme trop de sodium ou pas? Eh bien, il y a des tests souvent qui sont faits urinaires. Donc en fait, les tests urinaires permettent de refléter un peu la quantité de sodium qu'on consomme dans notre alimentation tous les jours. Il y a deux tests urinaires qui sont possibles. Soit il y a les tests urinaires sur 24 heures, c'est-à-dire que sur 24 heures, on va pouvoir estimer combien de sodium on a consommé. Et sinon, il y a les tests urinaires un peu random, c'est-à-dire que dans une journée, de manière random, eh bien, on va te demander de faire un test urinaire pour savoir la quantité de sodium que tu auras consommé. Alors, c'est pas la même chose, c'est pas le même usage, etc. Mais globalement, les tests urinaires sur 24 heures sont beaucoup mieux pour la population générale pour savoir en fait combien de sodium tu as consommé, etc. À savoir qu'il faut faire ces tests-là de 24 heures plusieurs fois pour que ce soit évidemment fiable, puisqu'évidemment, en une fois, eh bien, il peut y avoir une certaine erreur due à, j'en sais rien, une journée qui n'est pas comme les autres, etc. Et donc, c'est important de le faire plusieurs fois sur plusieurs jours pour vraiment avoir une idée globale. Donc ça, c'est vraiment pour refléter l'apport en sodium, mais il y a également pour refléter la quantité de sodium que tu as dans le plasma. Ça, c'est comme beaucoup de nutriments, il faut que tu prennes une concentration de sodium dans ton plasma et comme ça, tu as une idée globalement en fait comment sont tes taux de sodium. À savoir qu'au niveau du plasma, c'est assez compliqué quand même puisque c'est très très lié aussi avec la quantité de potassium que tu as dans ton corps et également avec la quantité d'eau que tu as dans ton corps. Donc, c'est-à-dire que si tu es déshydraté, eh bien, ça va être un peu faussé. Et si tu es surhydraté, ça va être faussé. Et si tu manques de potassium, ça va être faussé. Enfin bref, c'est assez compliqué de savoir exactement combien en fait tu as de sodium dans ton corps, comment sont tes taux de sodium. Bref, c'est pas le plus simple, mais ça te donne quand même une idée globale et souvent on a une idée de si c'est à côté de la plaque ou pas et s'il y a des changements à faire. Mais en tout cas, au niveau du sodium, eh bien, il est super important de diminuer ta consommation de sodium. Généralement, les personnes dans les pays industrialisés, donc c'est-à-dire nous, la France notamment, on est plutôt à, donc là je parle bien de sodium, je ne parle pas de sel. Encore une fois, le sel c'est 40% de sodium, ce n'est pas 100% de sodium. Mais ici, quand je parle des pays industrialisés, eh bien, ils en consomment de trop, puisqu'on est souvent entre 3 et 4 grammes de sodium par jour, ce qui correspond à presque 10 grammes de sel globalement, donc au moins 8 grammes de sel. Et en fait, ça, c'est complètement au-dessus des recommandations. Les recommandations, c'est 2 à 2,4 grammes de sodium par jour maximum. Évidemment, nous, on est environ 1 gramme au-dessus, ce qui est déjà de trop, puisque si c'est fait tous les jours, eh bien, à long terme, ça a des répercussions. Et je vais t'expliquer plus exactement les répercussions que ça peut avoir. Mais globalement, eh bien, oui, le sodium, on en consomme de trop. Et pourquoi on en consomme de trop? Eh bien, pour deux principales raisons. La première raison, eh bien, c'est que la plupart de nos aliments sont déjà riches en sodium liés au processus industriel. Il faut savoir que l'industrie a tout compris. À la fois, le sel, c'est quelque chose qui va nous attirer, qui va nous permettre de consommer plus et donc d'acheter plus, ce qui est intéressant. Mais aussi à côté de ça, eh bien, l'industrie utilise aussi quand même du sel pour le côté conservation. Évidemment, le côté conservation, il y a utilisation de sel, mais pas besoin d'autant de sel que c'est utilisé. Et pourquoi est-ce que l'industrie utilise plus de sel que ce qu'il y en a besoin pour la conservation? Eh bien, pour le côté attirant, tout simplement. Mais globalement, eh bien, il y a une étude qui a été faite et aux USA,
on a remarqué que 75% de l'apport en sodium journalier venait seulement du sodium qui était ajouté directement durant le processus d'industrialisation. Donc, autrement dit, c'est énorme. C'est-à-dire que là, on n'a même pas pris en compte le sel de table qu'on a ajouté et également l'aspect cuisine, hein, si on ajoutait du sel pendant la cuisson, etc. Donc ça déjà, c'est le point ultra important, c'est de comprendre en fait d'où vient notre sel. Donc autrement dit, en ayant déjà ce point-là avec l'industrialisation, le premier objectif, en fait, ça va être de mieux choisir tes aliments. Parce que si tu choisis tes mauvais aliments, enfin tes mauvais, il n'y a pas de mauvais aliments, mais si tu choisis des aliments qui sont riches en sodium liés au processus d'industrialisation, eh bien ça veut dire que tu auras directement des apports qui vont être riches en sodium. Et évidemment, ça, c'est ce qu'on veut éviter. Également, deuxième point que ça nous montre, eh bien, c'est de faire aussi attention quand même au sel de table que tu vas ajouter. Parce que même si c'est 75%, eh bien, il y a quand même un quart de tes apports en sodium, ou du moins chez les Américains, qui viennent de tes comportements en lien avec le sel de table, ce qui est quand même beaucoup. Parce qu'il faut savoir que dans les aliments, de manière naturelle, il y a très très peu de sodium. Donc, il faut pas, enfin, tu peux pas dire que non, cet aliment est riche en sodium de base. Non, même un aliment de la mer, globalement, n'est pas si riche que ça en sodium. Donc, bref, tu n'as pas d'excuse au niveau du contenu naturel, mais c'est plutôt comment est-ce que nous, on agit sur l'aliment par rapport à l'ajout de sodium. Évidemment, en France, on n'a pas de données précises de combien l'industrie nous amène de sodium sur nos apports globaux de la journée, mais il faut savoir que les aliments riches en sodium en Europe sont plutôt le pain. Donc nous, on est très très fort pour le pain en France notamment. Les produits dérivés de la viande, donc tout ce qui est saucisson, etc., charcuterie beaucoup. Également tout ce qui est fromage, pareil, c'est un truc très très français, mais pourtant ça apporte énormément de sodium. Et aussi certains produits laitiers. Donc tous ces aliments-là apportent beaucoup de sodium. Je sais que c'est bon, je sais que ça apporte des bons nutriments aussi, donc le calcium, des protéines et j'en passe. Mais encore une fois, si tu apportes beaucoup trop de sodium, eh bien à long terme, ça va avoir des répercussions. Et justement, en parlant de répercussions, eh bien, c'est quoi les principales répercussions d'apporter trop de sodium? Et après, je parlerai des solutions pour diminuer le sodium. Globalement, les répercussions, eh bien déjà, il y a ce qu'on appelle l'hypernatrémie. Alors, l'hypernatrémie, ça ne va pas vraiment te concerner puisque c'est l'inverse un peu de ce qu'on parle. C'est-à-dire que c'est dans le cas où tu as trop de sodium en concentration dans ton corps. Alors, souvent, c'est pas lié à une consommation trop forte en sodium, puisque si tu consommes beaucoup de sodium, comme peut-être que tu fais actuellement, et c'est le cas de beaucoup de personnes, donc t'inquiète pas, eh bien, ton corps régule lui-même la concentration en sodium. C'est-à-dire qu'il va excréter plus de sodium, il va retenir plus d'eau dans le corps, etc. De façon à ce qu'il y ait justement cet équilibre entre l'eau que tu as dans ton corps, le sodium et autres. Puisqu'en fait, l'hypernatrémie, c'est pas en tant que tel avoir trop de sodium dans le corps, c'est avoir une concentration de sodium qui est trop élevée. C'est-à-dire que tu as trop de sodium dans une certaine quantité d'eau. Et plus exactement, tu as plus de 145 millimoles par litre de sodium dans ton corps, enfin dans ton plasma, etc. Ça, pourquoi? En fait, à quoi c'est lié? L'hypernatrémie, c'est souvent lié à une déshydratation et c'est souvent quelque chose qui arrive, chez les personnes, âgées notamment, qui ne sentent plus du tout la sensation de soif et donc ça peut amener à une hypernatrémie. Donc ça, c'est quelque chose qui te ne con enfin, qui te concerne plus peut-être pas. C'est beaucoup plus rare que l'hyponatrémie que je vais parler après, mais c'est quand même quelque chose à garder en tête puisque, encore une fois, ça peut amener l'hypernatrémie à des maux de tête, des vomissements, des choses assez basiques mais quand même problématiques au départ, mais ça peut amener à des problèmes de cerveau, enfin à des répercussions qui sont irréversibles au niveau de ton cerveau si tu ne traites pas ça rapidement. Donc ça, c'est la première chose. L'hyponatrémie. Alors l'hyponatrémie, ça, j'en parlerai plus dans l'épisode de la semaine prochaine. Donc si tu es intéressé par l'hyponatrémie, je t'invite vraiment à aller écouter l'épisode de la semaine prochaine. Je ne vais pas en parler deux fois, je ne vais pas en parler à la fois dans cet épisode et l'épisode de la semaine prochaine, puisque l'hyponatrémie, eh bien, ça concerne surtout les sportifs, mais pas que évidemment, mais en grande majorité, les sportifs sont confrontés à l'hyponatrémie, puisque l'hyponatrémie, c'est le fait en fait d'avoir trop peu de sodium dans une certaine quantité d'eau. Donc c'est exactement l'inverse que l'hypernatrémie. Et l'hyponatrémie, eh bien souvent, c'est lié à une sueur qui est trop riche en sodium, au fait de ne pas consommer justement suffisamment de sodium, au fait de boire trop d'eau. Enfin bref, c'est vraiment des situations en fait qui sont très liées à des efforts sportifs et notamment des efforts sportifs longs comme les marathons, etc., où il y a tous les ans plein de cas d'hyponatrémie et malheureusement, eh bien l'hyponatrémie, si elle n'est pas traitée, ça peut mener pareil à des choses irréversibles au niveau de ton cerveau, des œdèmes cérébrales, etc., mais surtout ça peut mener à la mort et il faut savoir que ça, enfin c'est déjà arrivé beaucoup de fois malheureusement durant des épreuves sportives ultra longues, donc des marathons, des ultra trails,
euh, des Ironman, etc., eh bien, il y a des cas de mort d'hyponatrémie et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas négliger. Donc, si tu es intéressé par l'hyponatrémie, eh bien, je t'invite à aller écouter l'épisode de la semaine prochaine et je vais en parler plus précisément. Mais sinon, au niveau des risques de consommer trop de sodium, eh bien, il y en a 3 autres. Le premier autre risque, eh bien, c'est qu'il y a peut-être, alors ça, c'est pas sûr, mais je te donne l'information, eh bien, c'est qu'il y a peut-être un risque d'augmentation des calculs rénaux. Il faut savoir que les calculs rénaux, eh bien, c'est fait en partie de sel et le sodium peut être un des composants qui peut justement composer les sels, enfin les calculs rénaux du moins. Donc ça, c'est pas sûr, mais il semblerait qu'une forte consommation de sodium semblerait augmenter quand même le risque de calculs rénaux. Donc chez certaines populations, on a remarqué qu'il y avait 30% plus de risque de calculs rénaux s'il y avait une forte consommation de sodium. Deuxième risque, eh bien, c'est lié cette fois-ci avec l'ostéoporose. Il faut savoir que si on consomme beaucoup de sodium, donc tous les 1 gramme de sodium de consommer, il a été montré qu'on excrète environ 26 mg de calcium en plus dans les urines. Autrement dit, si tu consommes énormément de sodium, pardon, par exemple 3 grammes de plus que les recommandations, eh bien tu vas sécréter 75 mg environ de calcium, ce qui est énorme. Parce que le calcium, c'est un nutriment que beaucoup de personnes manquent déjà, et notamment les femmes âgées qui sont en période de ménopause. Puisque justement, en période de ménopause, j'ai déjà fait un épisode sur la ménopause, je t'invite à aller l'écouter. Il est sorti en fin décembre, donc le 22 décembre si je ne me trompe pas. Donc je t'invite vraiment à aller l'écouter. Tu marques Nourris ta santé, ménopause, guide, etc. Tu l'auras, mais c'est un épisode très très précis sur comment la nutrition peut aider la ménopause, puisqu'il y a plein de changements et il y a plein justement de problématiques au niveau de la santé. Eh bien, une des problématiques de la santé, c'est l'ostéoporose durant la ménopause, puisque il y a justement plus d'œstrogènes et donc il y a une fragilisation des os, etc. Donc il y a des besoins en calcium qui vont être augmentés et autres. Et justement, eh bien, si tu consommes trop de sodium, ces besoins en sodium vont être encore plus augmentés puisque tu vas excréter encore plus de sodium. Enfin, encore plus de calcium plutôt. Je me perds. Donc voilà, ce qui est important en fait de comprendre, c'est que peut-être, enfin, on n'a pas des données en mode oui, c'est sûr, consommer beaucoup de sodium va amener à de l'ostéoporose, mais en tout cas, par rapport aux mécanismes qui se produisent, eh bien, ça paraît logique que si tu consommes trop de sodium, eh bien, vu que tu vas excréter plus de calcium, ça va mener à des besoins en calcium qui sont plus élevés. Et donc, eh bien, déjà que les besoins en calcium sont souvent pas respectés chez certaines populations, eh bien, ça va être encore plus compliqué. Et donc, ça peut amener à une fragilisation des os. Donc, par exemple, pour les femmes en période de ménopause, ce qui est vraiment conseillé, c'est de consommer 2 grammes de sodium par jour et à côté de ça, de consommer 1200 mg de calcium par jour. Encore une fois, si tu veux plus d'infos sur la ménopause, je t'invite à aller écouter mon épisode qui dure 30 minutes où je t'explique vraiment tout sur la ménopause. Et enfin, troisième risque, c'est un petit peu 2 risques qui sont associés, mais en tout cas, c'est d'augmenter la pression artérielle. Parce que comme je te l'ai expliqué dans le premier épisode la semaine dernière, eh bien oui, le sodium est très très lié à la pression artérielle, mais le problème, eh bien, c'est que manger trop de sodium peut potentiellement amener à une forte pression artérielle, du moins une pression artérielle qui est plus élevée. Alors, ça, c'est un petit peu un mythe. Il y a souvent des personnes qui disent, mais non, le sodium, c'est pas lié à une augmentation de la pression artérielle, blablabla. Et en fait, c'est à la fois vrai et à la fois faux. C'est-à-dire qu'il existe 2 profils de personnes. Il y a ce qu'on appelle des personnes qui sont sensibles, pardon, j'allais dire le terme anglais, qui sont sensibles au sel, et il y a des personnes qui sont insensibles au sel. Il faut savoir que chez les personnes qui sont hypertendues, donc les personnes qui sont diagnostiquées avec de l'hypertension, eh bien, il y en a la moitié qui sont considérées comme sensibles au sel. Et chez les personnes qui ont une pression artérielle qui est normale, enfin, du moins, qui n'ont pas de problème de pression artérielle, eh bien, il y a un quart de ces personnes qui sont sensibles au sel. Qu'est-ce que ça veut dire sensible au sel? Eh bien, la définition officielle, ça veut dire que, en fait, ces personnes-là, quand elles passent d'une alimentation riche en sodium, donc aussi en sel, c'est pour ça qu'on dit sensible au sel, c'est parce que souvent, quand on a un apport riche en sodium, on a un apport riche en sel. En tout cas, quand elles passent d'une alimentation riche en sel à une alimentation pauvre en sel, donc en moins de 24 heures, eh bien, il y a une diminution de plus de 5 mg de mercure. Donc en fait, les milligrammes de mercure, c'est l'unité de la pression artérielle. Eh bien, si elle passe d'une alimentation riche à pauvre en moins de 24 heures, eh bien, il y a une diminution de plus de 5 mg de mercure qui se fait en justement 24 heures. Et ça, en fait, ça veut dire que la quantité de sodium et de sel par jour
est un facteur qui va influencer la pression artérielle de cette personne. Et ça veut dire qu'elle est sensible. Si justement en passant de riche à pauvre en moins de 24 heures, ça induit moins de 5 milligrammes de mercure de différence, eh bien ça veut dire que la personne est insensible au niveau du sel. Et en fait, les personnes qui sont sensibles, donc c'est-à-dire qui ont plus de 5 milligrammes de mercure de différence, eh bien ça veut dire que ces personnes-là, si elles consomment trop de sodium tous les jours, eh bien ça va avoir un impact sur justement la pression artérielle et donc la pression artérielle va être plus élevée puisque évidemment, si on fait le cas inverse, donc on passe d'une alimentation pauvre en sodium à une alimentation riche en sodium en moins de 24 heures, eh bien les personnes sensibles au sel, ça veut dire qu'elles vont augmenter de plus de 5 milligrammes de mercure, ce qui peut les amener à une hypertension, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui a été prouvé. Alors évidemment, on n'a pas sur le papier, oui, le sodium amène à de l'hypertension, mais on a remarqué qu'il y avait un peu deux types de profils et que si tu as un profil qui est sensible au sel, eh bien oui, peut-être que ça peut te mener à de l'hypertension si tu en consommes de trop. Pour savoir si tu es quel profil, en fait, c'est compliqué. On ne va pas se mentir. En fait, il faudrait faire justement le test que je t'ai décrit, c'est-à-dire faire une alimentation pauvre en sodium ou riche en sodium et de passer à une alimentation le contraire en 24 heures et mesurer en fait ta pression artérielle pour savoir s'il y a une grosse différence ou pas. Globalement, à part ça, il n'y a pas vraiment de méthode pour le savoir. C'est assez compliqué. Tu peux pas dire oh là là, je sens que le sel il sent bon dans il est bon dans ma bouche et du coup je suis comme ça. Non, ça se passe pas comme ça. Il faut vraiment faire des tests. Donc là, c'est compliqué de te donner une réponse assez simple à mettre en place. Et du coup, pourquoi est-ce qu'en fait, il y a deux, on va dire, choses liées par rapport à la pression artérielle? Parce que si tu as une forte pression artérielle, eh bien, c'est un facteur qui peut te mener à des problèmes cardiovasculaires par la suite. Donc, le sel, enfin l'apport en sel et en sodium en lien avec les problèmes cardiaques, c'est aussi un débat. Il y a plein d'études qui montrent qu'il n'y a pas de lien, il y a des études qui montrent qu'il y a un lien, mais globalement, eh bien, par logique, si évidemment tu es une personne qui est sensible au sel et donc que le sel peut t'amener à une hypertension, eh bien évidemment, si tu as une hypertension qui est chronique, ça peut t'amener plus facilement à des problèmes cardiaques et ça, on l'a déjà démontré par la science. Donc, on a quand même des pistes qui font amener à dire que chez certaines personnes, j'ai pas dit chez tout le monde, mais chez certaines personnes, eh bien, le sel peut être problématique pour la pression artérielle et la santé cardiovasculaire. En tout cas, globalement, eh bien, j'espère que cet épisode t'aura plu. Évidemment, avant de finir cet épisode, parce que là, je te voyais venir, tu étais en mode, mais tu m'as pas expliqué de façon pour justement diminuer mon apport en sodium. Et oui, j'ai failli oublier d'ailleurs, pour être totalement honnête. Mais en tout cas, j'ai trois choses, enfin trois pistes à te donner pour justement diminuer tes apports en sodium. La première piste, eh bien, c'est déjà de respecter en fait les programmes nationaux qu'il y a. C'est-à-dire que même en France, eh bien, il y a ce qu'on appelle le PMMS, si je dis bien. Si je dis bien le nom, je ne sais jamais comment on le dit. Mais en tout cas, eh bien, il y a des programmes nationaux de nutrition qui, justement, essayent de diminuer la consommation de sel. C'est-à-dire que tu vois peut-être un peu plus de produits réduits en sel, tu vois peut-être un peu plus de pubs en mode éviter de manger trop salé, etc. Ça, c'est le gouvernement qui essaye évidemment de diminuer la consommation de sel qui se fait tous les jours. Donc ça, c'est la première méthode. Évidemment, ce n'est pas une méthode où tu peux directement agir, mais c'est plutôt une méthode où tu peux y être confronté et donc ça peut t'inciter plus à diminuer ton sel. Donc c'est quand même important de le rappeler. Deuxième méthode, c'est de traquer. Alors, traquer, je pense que c'est important au début pour te rendre compte de la quantité de sel et de sodium que tu consommes. C'est-à-dire que si tu traques tes calories, eh bien tu peux déjà regarder, mais tu peux déjà regarder sur l'application, par exemple MyFitnessPal ou j'en sais rien, eh bien regarder la quantité de sel que tu consommes tous les jours. Normalement, ça devrait être inscrit dans des données avec tes macronutriments. Donc là, pareil, ça peut donner une idée si tu es proche des 2 grammes de sodium. Alors évidemment, ça va donner la quantité de sel, peut-être pas de sodium selon ton application. Si ça donne que la quantité de sel, tu as juste à prendre en compte que c'est 40% de cette quantité qui correspond au sodium. Et donc, tu as juste à faire le calcul et à voir si tu es très au-dessus des 2 grammes par jour ou pas. Comme ça donne une idée et ça donne un peu justement, enfin, si tu vois que tu es vraiment au-dessus, eh bien, ce qu'il faut faire, en fait, c'est regarder dans ta journée les aliments qui t'apportent le plus de sodium et faire en sorte de réduire leur quantité, voire de les enlever si possible. Enfin, ça dépend évidemment c'est quoi, hein. L'idée, c'est pas de tout enlever ou quoi, mais pour justement réduire la quantité totale de sodium et de sel qui est consommée. Troisième méthode, eh bien, c'est d'utiliser des sels de substitution. Alors ça, très important et gros disclaimer, si tu as des problèmes rénaux chroniques, ne fais surtout pas ça.
Parce que souvent, les sels de substitution sont composés de potassium, c'est-à-dire que c'est du potassium de chlorure. Euh, il me semble qu'on l'appelle comme ça. Et en fait, le potassium de chlorure, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de sodium. Donc, autrement dit, tous les problèmes potentiels que peut apporter le sodium, eh bien, il n'y en aura pas. Problème étant que le potassium de chlorure n'a pas du tout le même goût que le chlorure de sodium. D'ailleurs, je pense qu'on dit le chlorure de potassium, je viens de me rendre compte. Mais bref, en tout cas, ça n'a pas du tout le même goût et donc évidemment, ça ne peut pas remplacer le sel en tant que tel, puisque bah, la personne qui a l'habitude de saler ses plats ou j'en sais rien, va se rendre compte de la différence de goût et donc ne va pas du tout aimer cette méthode. Donc ça déjà, c'est un premier point. Mais deuxième point, eh bien, c'est que vu que tu vas apporter beaucoup de potassium, c'est très dangereux pour les personnes qui ont des problèmes rénaux chroniques. Donc encore une fois, fais attention si tu as des problèmes rénaux ou si tu n'es pas sûr, eh bien, ne fais surtout pas cette méthode-là. Mais en tout cas, les sels de substitution, moi, ce que je te recommande, ça existe peut-être en magasin, mais c'est assez nouveau comme sujet. En fait, la meilleure méthode, c'est d'utiliser une partie de sel de substitution et l'autre partie de continuer à utiliser le chlorure de sodium. Autrement dit, bah, par exemple, tu utilises, imaginons, tu sales d'habitude tes repas avec du chlorure de sodium. Et bien maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas découper. Autrement dit, cette quantité de sel que tu ajoutes de base dans tes repas, eh bien, il y a 30% de cette quantité environ, donc un tiers de cette quantité où tu vas le mettre avec du sel de substitution, donc du chlorure de potassium, par exemple. Il en existe d'autres, hein, mais c'est le plus connu. Et le reste, donc les deux autres tiers, eh bien, tu vas l'ajouter avec du chlorure de sodium comme tu fais d'habitude. Mais en fait, ce qui est intéressant, eh bien, c'est que tu vas quand même réduire au niveau du sel de table, enfin, au niveau de la source de sodium que tu as dans ta journée qui vient du sel de table, eh bien, tu vas quand même enlever un tiers de cet apport puisque tu vas quand même ajouter du chlorure de potassium. Donc, c'est une méthode qui n'est pas négligeable. Et l'avantage de cette méthode, eh bien, c'est que si tu mets que seulement un tiers en sel de substitution, eh bien le goût restera quand même le même. C'est-à-dire que tu auras quand même encore goût de chlorure de sodium et pas de goût de chlorure de potassium qui est quand même souvent moins bon, moins appétissant. Donc là, c'est intéressant parce qu'à la fois, en fait, tu réduis le sodium que tu consommes, mais également tu gardes le goût que t'amène de base le chlorure de sodium. Donc voilà un petit peu pour les trois principales choses à prendre en compte quand tu veux diminuer ta consommation de sel. Globalement, j'ai envie de te dire les phrases un peu bateau du style il faut diminuer les produits ultra transformés, blablabla. Mais en fait, ce qui est important de prendre en compte, c'est de regarder quel produit dans ta journée, enfin dans tes journées habituelles, t'apporte beaucoup de sodium. Puisque ça se trouve, c'est pas forcément les produits ultra transformés comme on les imagine. Par exemple, les chips, j'en sais rien. Peut-être que toi, c'est plus le pain. Peut-être que toi, c'est plus le fromage. Et du coup, c'est important que tu t'en rendes compte d'où est-ce que vient ton sodium actuel. C'est pour ça que si tu ne traques pas habituellement, je t'invite quand même à traquer 2-3 jours. Et comme ça, tu t'intéresses juste au sodium que tu as consommé dans ta journée. Et ça te permet en fait d'avoir une idée et surtout de savoir, et c'est pour ça qu'il faut vraiment traquer et noter sur une application, il faut savoir surtout pas la quantité de sel seulement que tu manges par jour, mais aussi d'où vient le sel par jour. C'est-à-dire quel aliment apporte peut-être 50% de ton sel. Puisque c'est comme ça au moins que tu vas pouvoir agir dessus et c'est là où tu auras un levier d'action. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Encore une fois, un troisième épisode est prévu sur l'hyponatrémie, sur le sport la semaine prochaine. Mais en tout cas, j'espère que tu as quand même des étapes clés pour agir sur tes apports en sodium. Si évidemment tu veux aller plus loin et justement en savoir plus sur la ménopause, je te l'ai déjà dit, j'ai fait un épisode complet dessus le 22 décembre. Donc tu as juste à faire Nourris ta santé ménopause et tu vas pouvoir l'écouter. C'est un épisode très très important. Donc à partager un maximum aux personnes de ton entourage qui sont justement en période de ménopause. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao.